On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le BDiste joannais de réputation internationale Cyrus. Mais d'abord, parlons de la maison Oxygène pour aider les pères et leurs enfants avec une aide en hébergement. Après quelques années de travail pour promouvoir ce projet, bien voilà, c'est fait, ouverture de la maison Oxygène au Richelieu pour venir en aide aux pères et à leurs enfants. On parle d'aide en hébergement, entre autres, mais il y a d'autres supports, d'autres services également. Avec nous pour en discuter, Manon-Hélène Desjardins, directrice générale de Famille à cœur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Peut-être nous rappeler les grandes lignes du projet. Au moment où vous l'aviez annoncé, lancé et tout ça, quels étaient, dans le fond, les objectifs qu'on avait en tête à cette époque-là? La mission à la base d'une maison Oxygène, c'est vraiment d'offrir un service d'hébergement pour les pères en difficulté et leurs enfants. Donc, c'est ça la particularité, c'est que les pères peuvent être hébergés, peuvent avoir accès à un service d'hébergement, mais accompagnés de leurs enfants. Donc, qu'ils aient une garde pleine, une garde partagée, une fin de semaine sur 2, des droits de visite, peu importe. Ils ont la possibilité d'accueillir leurs enfants avec eux. C'est ce qui est à la base d'une maison Oxygène. Et il y a tous les services complémentaires de soutien communautaire, psychosocial, activités, ateliers d'enrichissement parental, un paquet d'autres services qui peuvent venir se greffer. Et comment cela a pris naissance au Québec il y a quelques années? En fait, ça existe à Montréal depuis 1989, donc depuis 30 ans. Maison Oxygène Montréal, qui est née d'une initiative du Carrefour familial Hochelaga, dans Hochelaga Maisonneuve. Donc, il y a un père qui est arrivé à leur porte avec ses 2 enfants et qui était à la rue et qui n'avait pas de place pour dormir. Donc, ça a commencé comme ça. Aussi bêtement que ça. Bon. Et dans une région comme la nôtre, comment pouvez-vous identifier les besoins en ce sens de pères qui peut-être déjà cognent à votre porte depuis Famille à cœur, mais qui, même sachant qu'on avait la maison Oxygène qui s'en venait, font peut-être appel à vos services dans une année courante? Là. Il y a ça. Il y a évidemment, comme tous les autres services pour un organisme communautaire, c'est vraiment la concertation. Travailler en partenariat avec le milieu, travailler avec les ressources existantes. Évidemment, CLSC, Centre jeunesse, Centre de prévention du suicide, c'est des partenaires clés dans ce type de service-là. C'est là où cette clientèle gravite souvent. Puis, évidemment, la clientèle qu'on dessert déjà, les familles qu'on dessert déjà, parce que bien que on peut dire qu'il y a à peu près 95 des pères qui sont hébergés, que c'est suite à une rupture conjugale. Il y a aussi un petit pourcentage d'hommes qui vont venir demander de l'hébergement en prévention, là, tu sais. Fait qu'il y a un risque de rupture, puis ils ont besoin de consolider un petit peu les acquis qu'ils ont, puis se questionner, puis sortir du milieu. Qu'est-ce qui fait qu'on est prêt maintenant ici à l'ouvrir? Ou qu'est-ce qu'on a fait comme travail dans les dernières années pour arriver à ça aujourd'hui? Mon Dieu, il faudrait avoir une entrevue de quelques heures pour ça. Ouais. Mais on a travaillé très fort, mais vraiment, le point tournant, ça a été l'annonce du ministre Barrette en août 2017 du plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes. Ça a vraiment été l'élément qui a fait en sorte qu'on a pu avoir accès à du financement nous permettant de... Parce qu'on sait qu'une ressource en hébergement, là, il y a des coûts reliés à ça, évidemment. C'est toujours le nerf de la guerre pour les organismes, le financement. Mais ça a permis vraiment d'aller de l'avant avec ce volet-là. Bon. Quelle est la capacité d'hébergement de la maison Oxygène? Bon, évidemment, on commence tranquillement. Donc, c'est 2 chambres, donc 2 familles. On a fait la location d'une maison résidentielle. Donc, chaque famille a accès à une chambre. Le père est hébergé dans la même chambre avec ses enfants. On a une capacité d'accueil de 2 pour l'instant. On projette peut-être pour 2 ans au moins, là, un an ou 2 facile, là, qu'on va pouvoir... Puis le reste, c'est des aires communes. Salon, cuisine, salle à manger, bon, tout ça, c'est des aires communes. Et c'est ça. Donc, 2 familles qui pourront être hébergées. La moyenne d'hébergement, c'est un 3 à 4 mois. Donc, il y en a que ça peut être moins, il y en a que ça peut être plus. Mais c'est vraiment le temps de reprendre son pouvoir d'agir, de se refaire un plan de match, puis d'aller de l'avant, là, avec le nouvel hébergement, que ce soit la recherche d'un logement ou il y a souvent une perte d'emploi, donc ça peut faire partie de ça aussi. Donc, comment ça fonctionne?
les pères cognent à votre porte ou ils vous sont référés par d'autres organisations? Il y a les deux. Il y en a qui nous appellent directement. De plus en plus, on observe que les hommes appellent. Ce qu'on observe, c'est que les hommes en difficulté, souvent, ont le réflexe de vouloir se débrouiller par eux-mêmes. Donc, souvent, là, il y a une escalade de problématiques qui arrivent, puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, là, ils vont cogner à quelque part, que ce soit directement à l'organisme parce qu'ils ont entendu parler de la ressource d'une quelconque façon. Ça peut être qu'ils se retrouvent en crise suicidaire, donc, bon, suite à cet épisode-là, il peut y avoir une référence, ou autre partenaire du milieu. Donc, il y a différentes façons qu'ils peuvent avoir accès. C'est sûr que l'important, c'est de la diffuser aussi, l'information, donc d'en parler. Il faut en parler. On voit que les hommes demandent de plus en plus d'aide, ce qui est bien. Mais à chaque semaine, là, depuis quelques mois, c'est 1 à 5 demandes par semaine d'aide, de soutien, Ouais. C'est pas nécessairement pour de l'hébergement. Il peut y avoir juste un soutien psychosocial, un soutien ponctuel, mais n'empêche que c'est ça. On voit une grosse hausse. Bon, mais même si l'aide d'hébergement n'était pas encore disponible, il n'en reste pas moins que dans les dernières années ou la dernière année, vous avez offert des services à des hommes. Tout à fait. Tout à fait. On a les soirées de pères mensuellement, donc 1 fois par mois, un jeudi par mois, il y a une soirée de pères. Donc, les pères sont invités à se rencontrer puis à discuter de tout ce qui touche de près ou de loin leur paternité. Donc, ils ont accès à la halte garderie gratuitement. Donc, tous les services, il y a toujours une possibilité d'avoir accès à la halte garderie gratuitement, comme pour les autres services du volet de la maison de la famille ou du centre de ressources périnatales. Et il y a du soutien, de la rencontre individuelle avec un intervenant ou une intervenante. Il y a des ateliers, cœur de père, coéquipé père-mère. Puis au centre de tout ça aussi, là, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on parle toujours de coparentalité. C'est vraiment pour ça que c'est en cohérence complète avec la mission de Famille à cœur, c'est qu'on parle de coparentalité. On sait que venir en aide à ces hommes-là, ces pères-là, fait en sorte que ça va se répercuter pour le bien-être de la mère et des enfants, évidemment. Ouais. Question plus philosophique. Qu'est-ce qui vous a toujours un peu comme guidé dans ce projet-là, dans cette idée d'arriver à vos fins puis de réussir à mettre sur pied cette maison-là? Bien, c'est d'entendre le besoin, très, très présent dans le milieu. On en parlait avec les partenaires. Tu sais, c'est sûr que c'est important quand tu mets en place un nouveau service ou un nouveau volet, peu importe, c'est important d'aller chercher l'appui du milieu. Puis en parlant avec les partenaires, tout le monde nous disait « Oh mon Dieu, mais c'est tellement un besoin criant dans la région. » Je me rappelle qu'après avoir été visiter la maison Oxygène à Montréal, puis il y a de ça près de 8 ans, à peine 2 mois après, j'ai reçu un appel d'une grand-maman qui disait « Bien, moi, mes petits-enfants, là, ils dorment dans l'auto avec leur père parce qu'il n'y a pas de place à aller. » Puis là, tu te dis « Hey, à Saint-Jean, là, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis ça existe. » Et oui, et plus qu'on pense. Et à chaque semaine, je suis étonnée d'entendre le nombre de besoins de ces hommes-là, puis les réalités qu'ils vivent, là. Qu'est-ce que ça demande pour un organisme comme Famille à cœur d'avoir à offrir davantage de services, d'avoir à gérer aussi un site d'hébergement? Donc, c'est quand même un ajout pour vous dans votre organisation. Donc, ça représente quoi? C'est sûr que dès le départ, il y a plusieurs étapes. Hein. Ça a été un travail de longue haleine, mais il y a aussi plusieurs étapes. Il a fallu quand même en équipe complète s'adapter, adapter notre discours aussi. Revoir nos façons de faire, avoir un discours commun sur la coparentalité. C'est quoi pour nous la coparentalité? Quelle place on voit pour l'homme, pour la femme, pour le père, la mère? Ça pourrait être des parents du même sexe aussi, là. Donc, on parle souvent de parents, mais là, dans ce cas-ci, c'est des pères. C'est sûr que ça prend aussi la cohésion de l'équipe qui ont une vision commune. Fait qu'on a travaillé tout ça. Puis évidemment, bien là, on fait des équipes mixtes. Ça aussi, c'est une autre valeur qui est au cœur même des maisons Oxygène. On parle de coparentalité, ça va en cohérence avec ça aussi. Donc, c'est pas juste des intervenants masculins, il y a des intervenantes. D'ailleurs, la coordonnatrice, c'est une coordonnatrice, c'est une femme. Puis, toujours de travailler dans cette dynamique-là,
Ça a demandé, bon, c'est sûr, d'aller chercher des sous, de travailler là-dessus, de s'impliquer au niveau du réseau des maisons oxygènes pour faire entendre le message au niveau du gouvernement aussi. Bon, maisons oxygènes, de ce que je vois, il y en a à peu près une douzaine actuellement au Québec et il pourrait y en avoir plus même dans les prochaines années. C'est sûr que suite à l'annonce du plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes du ministre Barrette, c'est évident que là, ça s'est mis à émerger un peu à travers le Québec. On va atteindre 14 maisons dans 14 organismes porteurs, en fait, parce que Montréal a comme 3 points de service aussi. Oui, ça se développe à vitesse grand V. Bon, vos premiers pensionnaires sont arrivés quand? On n'en a pas encore, mais on OK, a ça comme va des commencer, demandes. là. Oui, on vient d'annoncer, mais déjà, en dedans d'une semaine, on a eu comme 3 demandes qui vont être évaluées, puis c'est ça. Qui, ultimement, prend cette décision déchirante? C'est une décision d'équipe. Ouais. C'est vraiment, les pairs sont rencontrés par un minimum de 2 intervenants pour avoir 2 regards de la situation. Il faut toujours tenir compte qu'il y a des enfants qui sont hébergés. Donc, la sécurité de tout le monde est primordiale. Quelqu'un qui aura un problème majeur de violence, un problème de consommation, tout ça, il y aura des étapes pré-hébergement à rencontrer, là, évidemment. Puis, après ça, bien, c'est vraiment l'équipe complète qui se rencontre pour faire le topo de la rencontre d'évaluation de besoins du père. Là. Et donc là, les premières séquences d'hébergement pourraient commencer, quoi, sous peu? Demain matin. Okay, ça pourrait être... Oui, c'est ça. Des fois, c'est vraiment une question de jour, selon moi, oui. Puis, on le sait tous, hein, la période qui entoure les fêtes, c'est souvent une période où les personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité, bien là, ça fait effet boule de neige un petit peu, là, pour ne pas faire de jeu de mots, là, mais quand même. Alors, donc, ouverture officielle de la maison Oxygène au Richelieu, donc, qui ouvre ses portes, une aide en hébergement pour les pères et leurs enfants, donc organisée et soutenue par Famille à cœur. Bien, merci beaucoup. Merci. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit Cyrus. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on reçoit un gars qui a joué au hockey, au golf, qui a étudié aux États-Unis. Il performe dans tout. Vincent Blanchette est avec nous. Quelle émission? Ouais. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. De nouveaux honneurs pour le BDiste Johannet Cyrus, à nouveau récompensé. Il est un peu aussi globe-trotter parce qu'il est presque fraîchement débarqué de l'avion d'un court séjour à Paris le week-end dernier. Donc, Pierre Sirois, alias Cyrus, est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de ton invitation. Donc, c'était pourquoi la petite balade d'un week-end à Paris? Aïe. Bien, c'est une invitation par le festival de bande dessinée SO BD, qu'on pourrait dire tellement de bande dessinée qui se passait à Paris dans le 4e arrondissement. Et eux, à toutes les années, ils ont fait un pays. Cette année, c'était le Canada. Parce que Canada, genre, pour dire peut-être les 2 solitudes, donc anglophone, francophone. On était 3 francophones, puis il y avait 4 anglophones, mais en fait, il y en avait un qui s'est rajouté, qui est déjà resté au Québec, à Montréal, pendant quelques années, qui est très proche des auteurs, soit qui viennent, ces anglophones viennent de Toronto ou d'Ontario. Et là, qu'est-ce qui se passe durant le week-end à Paris? Qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe beaucoup de choses. Il se passe toute l'énergie. C'est une place, on dit, ce festival-là, c'est pas très grand, mais c'est du concentré. Puis c'est convivial.
Moi, je sais, j'étais arrivé là, à Paris, je suis descendu de l'avion, on nous a amenés à l'hôtel, pif paf, on est arrivé sur le site, il était quoi, 2 heures, puis il y avait déjà du monde à la porte qui attendait pour rentrer. Mais le phénomène de la BD aussi en Europe, il y a quand même aussi un historique en Europe à l'égard de la BD, Oui, là, de la mais c'est popularité ça. de la BD. On a eu deux conférences à discuter à des sujets pareils, tu sais, comme c'est quoi l'historique de la bande dessinée canadienne, c'est quoi l'historique de la BD contemporaine. Alors, moi, tout le temps j'étais dans les deux, et j'ai pu discuter un peu, surtout de la contemporaine. Je ne suis pas un spécialiste de la BD d'époque du siècle dernier, mais je me débrouille quand même. Et on pouvait raconter un peu, tu sais, les deux solitudes. Parce qu'en BD, à Montréal, les deux solitudes n'existent pas vraiment, tu sais. En tout cas, de ma période à moi. Et toi, quand tu arrives avec tes produits, avec ta création, qu'est-ce que les gens te disent? Quelles sont les questions qu'on te pose? Ben là, c'est bien curieux parce que du monde qui sont venus me voir, puis ils connaissent l'album. C'est ça qui est incroyable. Parce que je suis descendu à Paris. J'étais 2 fois en France en une année. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie, là. Et puis, si je suis allé, c'est parce que le directeur du festival, de celui-là ici, le Sow BD, a donné pas le directeur, mais a appelé la Pastèque et a dit qui je peux avoir comme invité sur mon festival dans ta gang. Il a dit prends Cyrus. Fait que, moi, je suis comme sur une aire d'aller. Je suis sur une vague, là, on va dire, on pourrait jouer là-dessus. Parce que là, récemment, tu as reçu donc le prix de l'Association des critiques et journalistes de la bande dessinée, la ACBD québécoise. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme association? Bien, c'est une association de journalistes qui sont spécialisés dans la bande dessinée. Et c'est des spécialistes francophones, mais de l'Europe et du Québec. OK. Alors, ça se promène. Puis, tu sais, avec Facebook, là, ça va vite, hein? Puis cette année, j'ai eu 2 papiers. J'ai un papier dans l'Express, puis j'ai un papier dans les Hérocultibles. Alors, ça fait beaucoup jaser, ça fait promener un peu. Et puis, Facebook, j'ai eu deux entrevues avec 2 journalistes, de jeunes journalistes, parce que c'est ça, les jeunes s'intéressent à nous autres. C'est ça qu'il ne faut pas lâcher. Ça a fait bouger le livre. Imagine-toi que ce livre-là a été réimprimé en juin au Festival de BD de Montréal. J'ai appris dans le week-end que mon éditeur m'a dit, écoute, là, c'est les dernières copies qu'on a dans l'entrepôt, les seules qui restent dans les librairies, on ne sait pas comment il en reste. Fait qu'on ne prend pas de chance, on rebelote un autre 2000. Moi, j'étais comme, tu sais, quand ça fait 30 ans que tu es là-dedans, tu ne t'attends pas à ça. Mais quand ça t'arrive, tu fais comme, OK, je n'ai pas travaillé pour rien, tu es patient, passionné, puis résistant surtout. Bon. Là, ce que tu nous as amené ce soir, bon, il y a d'abord Vogue la valise. Ouais. Mais ça, c'est un projet qui remonte à... Oui, ça fait au moins une dizaine d'années. Mais les dernières années qui ont suivi, j'ai travaillé bien fort pour activer que le produit sorte. Là, c'est une brique, là? Oui, c'est un pavé, oui. C'est un pavé. Je vais juste me tirer le bras. Attendez, je vais juste le montrer, juste pour que les gens comprennent bien. Là. On parle de ça ici, là. Il faut juste rajouter que quand on regarde la tranche, ici, on voit qu'il y a une démarcation. Ça, c'est 2010, puis ça, c'est 118 pages. Puis l'autre tranche, qui est le chapitre 2, ça, c'est 223 pages. Mais à 223 pages, je les ai faites presque plus rapidement que le premier. On va savoir pourquoi, je ne sais pas. Et Vogue la valise, ça raconte quoi? Bien, ça raconte l'histoire de ma vie, si on pourrait dire. Bien, l'histoire de mes parents, l'histoire de mes frères et sœurs, parce que nous, on était tous été en foyer nourricier. Oui. Parce que le père a tombé dans un tonneau d'alcool à un moment donné. Puis mon père, c'est le premier de la famille. Tu vas savoir, peut-être que j'ai eu vent que mon père se serait occupé beaucoup des enfants, parce qu'il était 11 à la maison. Ouais. C'est le premier, puis il serait peut-être occupé des autres enfants. Je ne sais pas, c'est des histoires qui m'ont été racontées, si c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est des souvenirs, là. Bref, mais en tout cas, nous, dans le premier chapitre, c'est ça, on raconte un peu, je mets en place un peu l'ambiance, tu sais.
Puis ben, vers la fin, la poule, elle vient, arrive, la poule, c'est le dernier des 5, puis c'est moi. Ça donne très bien dans le scénario. Ça casse rien, ça va. Alors moi, j'arrive, puis là, les autres, ils se promènent d'une famille à l'autre. Moi, je pars dans une famille, puis je pense que je fais 2 familles, après ça, je fais l'orphelinat, après ça, je repars dans une autre famille. Puis le chapitre 2 arrive, puis là, je tombe dans une famille, dans une autre famille où je ne reste pas dans. Donc, la poule se promène. Ah ouais, bien c'est ça, comme je fais avec les festivals en ce moment. Mais l'autre que tu nous as amené, c'est The Vagabond Valise. Oui, ça, c'est la version anglophone. Et ça, je suis super content parce que ça permet de faire un autre chemin, tu sais, de permettre de voyager. Parce que les Américains, pas les Américains, les Américains, oui, c'est sûr, mais, les Anglais, les Britanniques ou les oui, c'est ça. Australie, Ils aiment beaucoup les ouais. histoires de cet esprit-là. Tu sais. Puis Conundrum Press, qui est une maison d'édition canadienne, qui est installée pendant 10 ans à Montréal, est parti vivre, l'éditeur est parti vivre en Nouvelle-Écosse. Mais lui, ça fait longtemps qu'il nous spot. Puis lui, il fait le lien entre les francophones et les anglophones. Ouais. Il prend beaucoup d'auteurs, il voit qu'il y a vraiment un gros bassin d'auteurs, de bandes dessinées francophones intéressantes. Puis il va là, puis il trippe, il se gâte au bout. Puis moi, il m'attendait depuis longtemps. C'est pour ça Et qu'il m'a qui a fait la traduction? Bien, c'est un de mes amis qui est un anglophone, qui parle très bien français, puis qui parle allemand aussi. Il s'appelle Rupert Battenberg, qui est une connaissance des années 90, à l'époque où les francophones et les anglophones se sont mélangés, puis qui sont toujours restés bons amis. Il a compris les il a subtilités compris, du tout à livre. fait, parce que j'ai testé, j'ai dit à ma soeur qui reste en Ontario, à Ottawa, j'ai dit, lis-moi ça, puis elle a dit, écoute, c'est pareil. C'est impeccable. Oui, il y a des petites affaires, là, mais écoute, là, puis il est le fun, il a fait du beau graphisme. Moi, j'ai juste refait la couverture parce qu'il voulait faire une couverture. Là, en ce moment, il y a 2 articles qui se promènent anglophones, là, dont un, vraiment, le gars, il a comme eu un coup de foudre. L'autre était plus ou moins, c'est des longueurs, mais qu'on en parle en bien ou en mal, on en parle. Parce que, on parle souvent du monde de la BD, oui, la France, la Belgique, tout ça, dans le monde francophone, mais la BD, chez les anglo-saxons, est-ce qu'il y a beaucoup de production? Est-ce qu'il y en a beaucoup là-dedans aussi? Ouais? Canadienne, et moi, ceux qui ont invité là-bas à Paris, là, ce week-end dernier, là, c'est des tops. Là. C'est 7, c'est Chester Brown. Quand il était sur le site, là, il y avait 12, 15 personnes qui attendaient. Là. Puis il y avait Joe Matt, qui est un Américain qui est resté à Montréal pendant très longtemps, je ne sais pas combien de temps. Bien, lui aussi, il l'attendait. Tout le monde l'attendait. Ça nous permettait d'amener encore plus de public. Alors, les Canadiens, on attendait juste ça. Tu sais, on était comme on the spot, puis l'accueil était bien, puis on était bien accueillis. T'sais. Donc, ce livre en anglais, il est disponible depuis combien de temps? Bien, depuis le mois d'octobre. OK, donc c'est quand même assez récent. Oui, c'est récent. Okay. Il commence... Il est distribué où? Je t'avoue, je ne sais pas. Surtout au Canada, ça, c'est sûr. Je pense que, à ta minute, il y a quelqu'un qui le levait à New York. OK. Dans une librairie. Donc, il se promène là. Dans une librairie spécialisée, là, des maniaques de bande dessinée. Okay. Parce que moi, je fais de la BD dans je pourrais dire, pas mainstream, pas commercial, mais plus alternatif. Là, c'est intéressant parce qu'à l'arrière, on voit Winners of Quebec's Graphic Novel of the Year en 2017. C'est ça, tu me demandais les prix que j'avais gagnés. Mais j'ai gagné 3 prix, le BDListe Causa au Festival de BD de Québec. L'autre, après, c'était les BDListes. Puis là, c'est le prix au Salon du Livre à Montréal. ACBD, le prix a été remis au Salon du Livre de Montréal cette année. Ouais. Ça en fait des prix? Bien, c'est ça. C'est des prix qui restent, à la part de celui de l'ACBD, là, c'est des prix qui sont dans la région, sur le Québec, mais ça n'empêche pas qu'il va... juste ça fait juste promener. T'sais. Moi, je ne m'attendais pas. Moi, j'ai pogné le tour du chapeau. J'étais un peu... moi, t'avoue, j'ai comme un peu le vent. J'ai la houppette aux 4 vents, là.
Et là, c'est que quoi les je prochains respire un projets peu. dans l'année qui vient? Là? Ah ben là, il y en a un autre qui s'en vient, c'est sûr certain. Là, on raconte la vie avec... Là, c'est mon chum, Jean-Marc Tessier, on a écrit l'histoire. Bien, qui a écrit l'histoire? Sur un peintre qui s'appelle Jean Dallaire, un peintre de Hall. Et puis, il y a eu une vie assez abracadabrante. Ça pourrait faire un très bon film en passant. Nous, on va faire la BD avant, nous autres, là. On va la sortir l'année prochaine, là, dans 1 an et demi. Et puis, c'est ça, c'est sur sa vie, un peintre qui est né en 1916, décédé en 1965, qui a vraiment laissé sa trace, puis qui est en amour avec Paris. Ouais. L'album s'appelle Un pari pour Dallaire, un pari pour la ville, puis un pari pour parier. Es-tu prête pas à souffrir, mais à t'accrocher, puis à triper? Es-tu prête à foncer là-dessus? T'sais? En tout cas, félicitations encore une fois. Ben, écoute, Bonne merci. chance pour les projets futurs. Puis je trouve ça intéressant. Je pense que c'est important de le dire à nous ici, à notre communauté, parce que le monde de la BD, évidemment, c'est très, très, très niché. Hein? Mais de savoir qu'un des nôtres, Pierre Sirois, alias Cyrus, et son personnage légendaire de la poule, entre autres, qui, bien sûr, a une reconnaissance et que ses livres sont distribués un peu partout dans le monde, autant maintenant en français qu'en anglais. Donc, je pense que ça a le mérite, évidemment, d'être su de la part de tout le monde. Nous, on souhaite juste que ce qu'on fait soit influence les autres, la nouvelle génération qui arrive, qui prennent le relais un peu plus tard. Bon, bien, Saint-Jean est fier d'avoir un BDiste de renommée internationale. Ben, merci, ça Merci, fait plaisir. Cyrus. Salut. Au plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. À l'occasion du temps des fêtes, il y aura quelques modifications au niveau des horaires du transport collectif, transport urbain ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quelques gratuités pour quelques dates très, très, très précises durant le temps des fêtes. Donc, si vous avez besoin d'informations, allez sur le site Internet en question. Entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.